Au XIXe siècle, imaginez un roman qui a provoqué un scandale si énorme qu'on a voulu le traîner en justice. Un livre accusé de salir tout un peuple. Ce roman, c'est L'Assommoir d'Émile Zola. Alors aujourd'hui, on plonge dans cette œuvre, une œuvre brutale, fascinante, pour comprendre pourquoi, à l'époque, elle a tant choqué. Et Zola, il ne mâche pas ses mots, hein. Dès la préface, il annonce la couleur. Ici, pas de romance, pas d'idéalisation. Sa mission, elle est super claire. Montrer la vérité toute crue. La chute, qu'il dit fatale, inévitable d'une famille qui est littéralement piégée par son environnement. C'est ça le cœur de son projet naturaliste. Montrer comment le milieu et l'hérédité façonnent les individus. Au centre de cette histoire, de cette chute, il y a une femme. Et son parcours, il ne commence pas dans le vice ou la paresse, bien au contraire. Il commence avec l'espoir le plus simple, le plus humain qui soit. Faisons donc connaissance avec notre personnage principal, Gervaise Macquart. Quand elle arrive à Paris, elle ne rêve ni de gloire, ni de richesse. Non, son ambition à elle est beaucoup plus terre à terre. Et c'est ça qui est si touchant avec Gervaise. Son idéal, c'est à la fois tout petit et complètement universel. Manger à sa faim, ne pas avoir de dettes, et surtout avoir un petit coin à soi, propre et tranquille. Un rêve qui peut paraître simple, mais qui, dans le Paris ouvrier de cette époque, est déjà un véritable combat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une conscience très claire du danger. Elle sait que le milieu peut être ce fameux coup d'assommoir, une force qui peut tout détruire. Toute son énergie, au début, est tendue vers un seul but, s'en protéger, et protéger sa dignité. Et d'ailleurs, pendant un temps, ça marche. Elle y arrive, elle ouvre sa boutique et cette blanchisserie, ce n'est pas juste un commerce pour elle. C'est la preuve que son rêve est possible. C'est l'indépendance, la respectabilité, un toit sûr. Bref, c'est son armure contre la dureté du monde extérieur. Mais, dans la machine sociale que Zola décrit, il suffit d'un tout petit grain de sable pour que tout s'enraye. Et ce grain de sable, il ne vient pas d'une faiblesse morale de Gervaise, non. Il vient d'un coup du sort. Et c'est précisément ici que tout va basculer. L'événement est brutal, soudain. Coupeau, son mari, qui est un bon ouvrier, un peu nonchalant mais pas un mauvais bougre, chute d'un toit. Et ce n'est pas juste les jambes cassées. C'est l'étincelle qui va déclencher une réaction en chaîne absolument dévastatrice. Et voilà la mécanique implacable de la chute qui se met en place. L'accident mène à l'inactivité forcée. Cette inactivité, elle amène l'ennui, puis l'alcool. Forcément, les économies fondent comme neige au soleil, les dettes commencent à s'accumuler. Et le foyer, qui était un petit havre de paix, se transforme petit à petit en enfer. Une fois que cet engrenage est enclenché, la spirale aspire absolument tout sur son passage. Et c'est là que le titre du roman, L'Assommoir, prend tout son sens tragique. L'Assommoir. Le mot en lui-même est d'une violence incroyable. Zola choisit le nom d'un bistrot, un lieu de convivialité à la base. Mais un assommoir, c'est aussi un instrument qui étourdit, qui tue. Le bar devient donc la métaphore de cet environnement qui broie les gens, qui les assomme avant de les achever. Coupeau y passe ses journées, puis il y passe ses nuits. L'argent qui devrait servir à nourrir la famille part en boisson. L'alcool, évidemment, le rend violent, paresseux. Le bar finit par remplacer le travail, la famille, absolument tout. Il devient le trou noir qui aspire leur existence. Et à partir de là, la descente s'accélère à une vitesse folle. Il y a un dernier sursaut d'orgueil, un grand festin pour l'anniversaire de Gervaise qui finit de vider les caisses. Puis, son ex-amant, Lantier, s'installe avec eux, ce qui ajoute au chaos et à la promiscuité. Très vite, la boutique, le symbole de son rêve, est perdue à cause des dettes. Et puis, il y a le coup de grâce. Le jour où Gervaise elle-même, à bout, vaincue, pousse la porte de l'assommoir et commande son premier verre. Quand on met les deux côte à côte, le contraste est terrible. D'un côté, le rêve simple et digne d'une vie de travail. De l'autre, la réalité sordide, la misère noire. Le parcours de Gervaise, c'est une tragédie qui nous montre à quel point, parfois, la distance entre le rêve et le cauchemar est terriblement courte. Et puis, il y a cette phrase, prononcée par le croque-mort du quartier, le père Bazouge. Elle résonne comme une sentence. Dans ce monde-là, il n'y a pas de rédemption, pas de deuxième chance. La mort sociale arrive bien avant la mort physique, et les deux sont définitives. Alors, après avoir assisté à cette destruction méthodique d'une vie, qu'est-ce que Zola veut nous dire au fond? Quelle est la morale de cette histoire qui a été jugée si immorale par ses contemporains? La question se pose évidemment. Est-ce que c'est la faute de Gervaise, la faute de Coupeau? Est-ce qu'ils sont simplement faibles ou vicieux? C'est exactement ce que les critiques de l'époque ont reproché à Zola. Mais sa réponse à lui, elle est beaucoup plus radicale. Et tout est là. Zola ne juge pas ses personnages. Il les observe, un peu comme un scientifique. Et sa conclusion, c'est qu'ils ne sont pas fondamentalement mauvais. Ils sont les produits déformés de leur environnement. Ce sont des victimes.
Pour Zola, le vrai coupable, ce n'est pas une personne, c'est la société. C'est la misère qui engendre l'ignorance. Ce sont les conditions de vie épouvantables qui poussent les gens vers l'alcool. Au fond, ce qu'il décrit, ce n'est pas un échec individuel, c'est un échec collectif. La chute de Gervaise, ce n'est pas un accident de parcours, c'est une conséquence logique, presque mathématique, de son milieu. Face à la tempête de critiques, Zola a défendu son livre avec une force incroyable. Il revendique son réalisme jusqu'à l'odeur du peuple. Pour lui, le rôle de l'écrivain, c'est de dire la vérité, même si elle est moche, même si elle dérange. Et avec l'Assommoir, il a donné une voix et une réalité à ceux qui n'en avaient pas. Et au final, la question que ce roman écrit il y a presque 150 ans nous pose, elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Quelle est la part de notre volonté, de notre liberté, et quelle est la part des circonstances, du monde qui nous entoure? C'est une question absolument vertigineuse qui continue de hanter notre façon de comprendre la société et de nous comprendre nous-mêmes.